La société, en fait, elle fait que si tu es moyennement haut, elle va te pousser vers le haut dans le domaine du handicap. Et si tu es moyennement bas, elle va te pousser vers le bas. Et en fait, très tôt, mes éducateurs, mes enseignants ont poussé ma curiosité, m'ont aidé à me développer. La vie, c'est jamais la même d'une seconde à l'autre. Là, je suis sur un fauteuil, tout est accessible. Je sors là, je vais me retrouver confronté à des tas de gens qui bougent dans tous les sens, à des poubelles, à des bus, à des trucs. Eh ben, il va falloir que je m'adapte. Je pense que la France va ressusciter, elle va reprendre son leadership grâce aux personnes atypiques. C'est ma conviction. Resilience, failure, authentic, stories, courage, rebound. Bienvenue dans Rebond, le podcast imparfait qui raconte des histoires parfaitement vraies. Tout au long des épisodes, de nombreux invités vont se rejoindre à nous. On parlera d'échecs, de résilience, de moments de doute. J'ai toujours pas de story éducateur à vous raconter, ni de success story, mais des histoires totalement humaines, racontées par des personnes qui le sont tout autant. Alors aujourd'hui, on accueille une personne dont le parcours est difficile à résumer. Ingénieur de l'une des plus prestigieuses écoles de France. Il a travaillé dans la salle des marchés, adjoint au maire de Paris. Son histoire ne se résume pas, bien évidemment, qu'à ses fonctions. C'est l'histoire d'un homme où rien n'était prévu, rien n'était présagé pour cette magnifique histoire. Amou, bienvenue. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? J'ai certainement pas bien présenté, hein. Tu peux te présenter ? Non, moi, si je me présentais, je dirais que j'ai 62 ans, que je viens de prendre ma retraite, ce qui ne m'empêche pas de travailler de plus en plus, et que j'ai 3 enfants, et que je suis un amoureux du modèle universel français, et que je souhaite, c'est pour ça que je suis là, passer la dernière partie de ma vie à dire du bien des autres et à transmettre. Ok, c'est joliment bien présenté. C'est vrai que quand j'ai préparé l'interview, j'ai été vraiment subjugué par tout ce que j'ai vu de toi. Un parcours vraiment magnifique. Est-ce que quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit que le chemin pouvait prendre une toute autre tournure ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Moi, je suis vraiment un opportuniste. Je veux dire, il n'y a pas de raison de faire ce qu'on fait, mais une fois qu'on est parti, il faut tout donner. Hein, donc moi, j'ai eu la chance, premièrement, que mes parents aient le bon goût de ne pas rester en Algérie et de venir en France. Pas parce que j'aime pas l'Algérie, mais juste à cette époque-là, l'Algérie où je suis né n'avait pas les moyens de me donner l'éducation extraordinaire et le modèle universel extraordinaire que la France m'a donné. Donc c'est la première chose que je n'ai pas choisie. Je n'ai pas choisi non plus d'avoir des parents analphabètes, mais qui avaient un bon sens et un amour de leur enfant tel qu'ils m'ont fait franchir tous les murs du son possibles et imaginables, rien que par leur amour. Donc, si vous voulez, ça, c'est 2 choses qui ont orienté mon existence, et cette espèce de certitude que mes parents avaient que j'allais avoir une belle vie. Et donc, tout ça, ça m'a délesté de tout le sac à dos des préjugés autour duquel tourne la vie des handicapés, surtout en plus quand ils sont aveugles et arabes. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et donc, en fait, voilà, par exemple, quand à 24 ans, je finis mes études, j'envoie 300 CV, j'ai qu'une seule réponse, c'est la banque. Okay. C'est comme ça que je vais travailler pendant 12 ans dans la banque, avec des moments extraordinaires, notamment les 5 ans que j'ai passés à la salle des marchés, où j'étais à la fois trader et à la fois délégué du personnel CGT. Parce que c'est moi, ça. C'est-à-dire c'est l'envie, la curiosité de démonter la manière dont la finance opère, et en même temps, cette soif de justice qui fait que grâce au fait que j'étais délégué avec un copain qui était incroyable, on a réussi à obtenir que non seulement les traders aient une partie des bénéfices à l'année, mais aussi tous ceux qui concourent, ce qu'on appelle les petites mains, c'est dégueulasse de dire ça, mais le middle office, le back office, aient une prime, ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc, après, si je n'avais pas eu le cran d'aller à un meeting de Bertrand Delanoë et de faire une candidature spontanée près de son staff, je ne serais pas devenu son conseiller et je n'aurais pas eu 13 ans extraordinaires d'enthousiasme. Voilà. Et puis, si j'avais accepté le deal que j'appelle prostitutionnel, mais après tout, il y en a plein qui l'ont accepté, que Anne Hidalgo me proposait, où elle me disait « Bon, écoute, je ne te présente pas aux élections, où je te mets dans une situation où tu ne vas pas être élu au Conseil de Paris, mais par contre, si tu veux, je te donne un poste d'inspecteur de la ville de Paris. » Très bien rémunéré. Et là, j'ai dit, non, écoute, tu es peut-être doué pour le proxénétisme, mais moi, je ne suis pas doué pour la prostitution. Mais c'est une connerie, parce que j'aurais dû accepter. J'aurais eu une retraite beaucoup plus tôt, j'aurais eu un salaire, alors que à ce moment-là, tout le monde m'a tourné le dos, et j'ai eu des problèmes, ne serait-ce que vitaux. J'ai failli devoir vendre mon appart parce que j'avais plus de travail.
et qu'il a fallu que je me reconstruise pas à pas parce que mes amis socialistes, partisans de la justice et de la solidarité, m'ont tout simplement boycotté. Voilà. Ok. Mais c'est la vie. Moi, je suis devenu ensuite consultant et petit à petit, je me suis remonté jusqu'à aujourd'hui avoir un boulot de conférencier, formateur, consultant et de directeur général associé d'une boîte qui fait des logiciels de déconstruction des préjugés via le e-learning. Donc voilà. Et la vie, en fait, ça se termine, on sait ce qu'elle vaut. C'est comme au tennis, c'est la dernière balle qu'on sait ce que vaut la vie. Et donc, voilà, moi, j'ai aucun regret, j'en veux à personne. Même pas, enfin, voilà, chacun est dans son couloir, fait ce qu'il peut. Et je pense que la situation de la France, elle s'explique aussi par les différentes impasses de certains qui pourraient faire leur devoir et qui ne le font pas. Ok, très bien. Moi, j'ai une question qui me taraude un petit peu. C'est que très tôt, je présume que tu as dû comprendre que le monde ne serait pas comme les autres. Comment tu l'as compris et à quel moment exactement tu as compris que ton monde ne serait pas comme les autres? Alors, je ne sais pas très bien à quel moment j'ai compris. Une chose est certaine, c'est que la télévision a joué un grand rôle. Ok. Parce que quand, dans la famille, nous, on vivait un peu en tribu, hein. Donc j'étais avec les cousins et tout ça, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que Oui. dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de cousins voyants avec lesquels jouer, avec lesquels me challenger, et donc j'avais une vie quasiment normale, mais quand ils ont commencé à regarder la télévision et à rire à des choses auxquelles je ne riais pas, parce que j'entendais que de la musique et des bruits, là, je me suis rendu compte que quelque chose était différent. Ok. Et par ailleurs, ma mère me décrivait les choses, et elle me les faisait toucher, alors que mes sœurs n'avaient pas besoin de toucher les choses. Donc, à ce moment-là, j'ai compris qu'il me manquait quelque chose. Et c'est en fait en allant à l'école de ma ville que j'ai compris que je serais à jamais différent. Parce que quand je suis arrivé à l'école, j'avais 4 ans, ma sœur en avait 2, et moi, j'admettais pas que ma sœur aille à l'école et pas moi. Et donc, ma mère a fait des pieds et des mains pour que je sois admis à la maternelle. Et en fait, la maîtresse de la maternelle, elle m'a posé sur un tapis avec des voitures, et puis elle faisait la classe aux autres. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. J'avais beau répondre aux questions, personne ne s'intéressait à ce que je racontais. Donc, je me suis sauvé, et là, on m'a mis dans une école spécialisée pour aveugles, où j'ai fait les 10 premières années de ma scolarité. Ça a été merveilleux. Ok. Justement, à quel moment tu vas comprendre que il peut se passer quelque chose, que tu es quelqu'un de différent, certes, mais que tu peux réussir? Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de cette assurance que tes parents t'ont donnée. Comment tes parents, ils avaient cette assurance, mais comment cette assurance-là vient à toi? Comment toi, tu comprends? Bon, en fait, c'est très curieux. Je crois qu'il y a des choses qui se transmettent, une forme de confiance en soi, une forme d'aisance qui se transmet quand on t'encourage à découvrir, à explorer. Je me souviens, j'avais 3-4 ans, et je prends une boîte d'allumettes et je demande à ma mère ce que c'est. Elle me dit, ça, c'est pour allumer le feu. Attention, si tu frottes l'allumette contre la paroi, ça va s'allumer, mais si tu l'éteins pas, tu vas te brûler. Et donc, j'ai frotté l'allumette et puis j'ai pas éteint. Et donc, ça m'a brûlé, quoi. Donc, en fait, j'avais toujours ce goût, en fait, de l'expérience. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand la société, en fait, elle fait que si tu es moyennement haut, elle va te pousser vers le haut dans le domaine du handicap. Et si tu es moyennement bas, elle va te pousser vers le bas. Et en fait, très tôt, mes éducateurs, mes enseignants ont poussé ma curiosité, m'ont aidé à me développer. Donc en fait, je ne dois pas grand-chose à moi-même. Je dois effectivement probablement un petit peu, mais le fait que j'ai rencontré des gens bienveillants, des gens qui m'ont poussé, ça m'a énormément aidé. Là, par exemple, à la maternelle, il y avait un spectacle à faire, et comme par hasard, c'est moi qu'on a mis sur l'estrade avec la montre du maire. J'avais 6 ans. Donc, quelque part, très tôt, des signaux m'ont été envoyés que j'avais un charisme, comme on dit maintenant. Et voilà, et du coup, je n'ai plus eu qu'à dévider la pelote. Et puis, c'est vrai que très tôt, j'ai écouté beaucoup la radio, je me suis beaucoup cultivé. Donc, très vite, je suis devenu une sorte de singe savant, je savais beaucoup de choses. Donc, ça intéresse beaucoup les gens. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, je suis devenu une sorte de coqueluche pour beaucoup de gens. Et ça c'est une grâce quand vous avez cette chance-là. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a cette différence-là, est-ce qu'on se met des limites? Est-ce que tu t'es mis des limites à ce moment-là? Je me suis mis des limites dans le sens où, à l'époque, par exemple, on a du mal à imaginer qu'un aveugle fasse certains sports. Mes parents étaient très inquiets par rapport au fait que je fasse des mouvements violents. C'est le seul truc. Je me suis mis un peu des limites dans le travail manuel. Je me suis toujours trouvé maladroit et on m'a toujours dit « Ah ben non, tu n'y arriveras pas ». Alors que je connais des aveugles qui font du bricolage, qui savent te monter un meuble, qui savent utiliser toutes les scies possibles et imaginables, électriques, pas électriques,
Et tu serais incapable de distinguer ce meuble d'un meuble fait par un voyant, tellement il est bien fait. Tellement... Alors que moi, ça a été une limite pour moi. Le sport aussi, j'ai pas exploré cet univers-là. Okay. Mais voilà, on peut pas tout faire dans la vie. Hein, là, seulement à 62 ans, je commence à envisager d'apprendre à piloter un avion. Donc, pourquoi pas? Je vais le faire. Je vais peut-être monter dans votre avion bientôt pour aller au Cameroun. Ah oui, j'adorerais. On ira au Cameroun ensemble. Alors peut-être que c'est un petit avion, donc je ne sais pas si on aura le carburant pour... Mais ouais, bien sûr. Ouais. On est dans un le Cameroun, par exemple, tu vois, c'est la rencontre avec un prof de maths en 6e qui n'a pas fait que m'enseigner les maths. Il m'a détecté comme quelqu'un d'ouvert, et ce gars-là, il m'enseignait tout ce qu'il pouvait. Et moi, j'avais soif d'apprendre. Donc vraiment, ça a été merveilleux. Il se trouve qu'il était de Douala, qu'il était anglophone, que 40 ans après, il y a eu des conflits entre les anglophones et les francophones au Cameroun. J'étais parfaitement au courant de la problématique. Je savais... Ok, très bien. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la jeunesse. C'est vrai que beaucoup de jeunes dans notre monde, dans l'écosystème, pensent qu'il faut faire un choix très tôt. Toi, à quel moment tu as su où tu allais? J'ai rien choisi, moi. ton parcours s'est fait en avançant? Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Okay. Je me croyais libre sur un fil d'acier quand tout équilibre vient du balancier. Ça, c'est Aragon. En fait, moi, je me suis retrouvé à la fin au bac, je ne savais pas quoi faire. On m'avait dit, ouais, pour avoir le plus de pistes possible, fais les classes prépa. J'ai fait les classes prépa. Okay. Après, je me suis retrouvé, j'ai envoyé 300 CV, j'avais fait mon stage au Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais me dit oui, je veux au Crédit Lyonnais. Après, je me disais, il faut que je fasse un truc en politique. Là, c'est peut-être là où j'ai un petit peu poussé le destin, parce que j'ai fait une sorte de candidature spontanée au maire de Paris, qui, à l'époque, n'était pas forcément suivi par beaucoup de monde. C'était le début. Tous les gens un peu ambitieux travaillaient avec Jospin, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient être président de la République. Donc, le premier cabinet de Delanoë, c'est que des soldats, que des gens qui voulaient qu'ils réussissent. Donc ça, c'était merveilleux. Pendant un certain temps, on n'avait que des gens vraiment qui voulaient bosser, quoi. Et puis après, c'est Anne Hidalgo qui a choisi pour moi, en m'éjectant de la politique. J'imagine qu'il y a eu, dans ce parcours-là, il y a dû avoir une capacité d'adaptation. Ah t'es obligé. Enfin, je veux dire, la vie, c'est ça. Alors surtout quand t'es aveugle. Hein. Ouais. Parce que si tu veux, la crotte de chien du lundi, c'est pas le poteau du mardi, mais toi, tu dois te débrouiller. C'est pour ça que je milite pour qu'on arrête de parler de handicap, mais qu'on parle de centre de recherche ambulant, de moteur d'innovation, de centre d'adaptation. La vie, c'est jamais la même d'une seconde à l'autre. Là, je suis sur un fauteuil, tout est accessible. Je sors là, je vais me retrouver confronté à des tas de gens qui bougent dans tous les sens, à des poubelles, à des bus, à des trucs. Et il va falloir que je m'adapte. Ouais. Et le tout avec le sourire, le tout en osant être vulnérable et en proposant aux autres ma vulnérabilité pour qu'ils m'aident à en sortir. C'est merveilleux, ça. Est-ce que tu imagines que moi, pendant 40 ans, une fois par semaine, j'allais à la banque chercher du pognon et que j'avais toujours besoin de quelqu'un, pas pour faire le code, mais pour me dire à quel moment il faut faire le code, et on m'a jamais volé. T'imagines ? Ok. Moi, je peux pas être tout le temps sur une vision sécuritaire. J'aimerais bien. Et puis tout le monde me dit qu'il y a que des méchants, que des délinquants. Mais moi, ce que je vois, c'est l'inverse. Moi, j'y crois pas à tout ça. Je sais qu'il y a de la bienveillance. Je sais qu'il y a une manière d'être aux autres qui fait que les choses se passent bien. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas m'arriver une galère. Bien sûr que non. Mais le pire est jamais sûr. C'est vrai que dans votre parcours, on parle beaucoup de réussite. Tu as été adjoint au maire, tu as travaillé en banque et tout. Est-ce que justement, dans cette réussite-là, il y a eu des moments de doute, des moments où tu as voulu tout arrêter? Tous les jours. Tous les jours. Mais tous les jours. Quand tu te retrouves au bureau, à l'hôtel de ville, et que tu vois qu'en fait, autour de toi, tu as des tas de forces qui freinent, et qu'en fait, 80% de l'énergie, elle est mise pour t'empêcher de faire, tu deviens hystérique. Oui. Tu as envie de te barrer. Quand tu vois que, en fait, tes amis politiques vont profiter du fait que tu ne vois pas pour s'entendre dans ton dos, pour t'humilier et voter contre toi, alors que c'est toi qui as raison, bien sûr que tu veux te barrer. Ouais. Évidemment. Pareil, dans la banque, en fait, ces métiers de la finance, c'est quand même des métiers qui sont complètement basés sur du rien. Tu fais un commentaire économique, tu dis à l'acheteur que la devise va monter, tu dis au vendeur qu'elle va baisser, puis tu fais ta marge. Tu vois bien que c'est pas la vie. Mais en même temps, tous les mecs qui faisaient mon métier, c'était des humanistes extraordinaires. Moi, je m'attendais à ce que ce soit des mecs qui roulent tous en Porsche et qui n'en ont rien à foutre des autres. Pas du tout. C'était tous des mecs engagés,
qui mettaient une partie de leur argent dans des causes, mais qui étaient discrets, ce n'étaient pas des flambeurs. Tu vois, donc la vie, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on raconte. Est-ce que justement... J'ai divorcé, enfin, tu vois, il m'est arrivé plein de galères. Là, j'ai 3 gosses. Tous les jours, j'ai envie de les vendre au marché, tellement c'est pas possible d'être père. Mais c'est pas possible. C'est les portables qui éduquent mon dernier fils. C'est insupportable. Et justement, Oui. dans ta vie, est-ce qu'il y a un moment qui t'a profondément marqué et qui a changé, qui a peut-être pu changer l'homme que tu es maintenant? Un moment. Un moment. Il y en a tellement. Mais je veux un moment. Franchement, vraiment, c'est difficile de dire un moment particulier, parce qu'en fait, tout est une éternelle source d'étonnement, tu vois. Oui. Je crois, par contre, que la fin de mon mandat politique m'a profondément changé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le moment où tu vois que les idées sont beaucoup moins importantes que les mafias légales qui les portent, en France, c'est une grande, grande claque. Le moment où tu te dis, j'ai fait campagne pour un candidat à la présidentielle qui va mettre comme ministre des Finances un mec qui a un compte à Singapour, soit il le sait, et c'est un cynisme que je ne peux pas accepter, soit il ne le sait pas. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'il est mal informé, et que ce mec-là, ce président de la République, c'est l'homme le plus sympathique, le plus équanime, le meilleur analyste qui soit. C'est un mec avec lequel tu passerais toute ta vie en vacances. François Hollande, c'est la gentillesse faite homme. Tu ne peux pas lui en vouloir. Et en même temps, tu vois que ce gars-là, en fait, dans son mandat, par son comportement, il a complètement flingué l'idée que je me faisais de la politique. Okay. Et peut-être qu'en 2027, je vais t'amener à voter pour lui, parce qu'à un moment donné, il faut choisir entre le pire et le moins pire. Et parce que je préférerais toujours un président Hollande cynique, mais gentil et lucide, que des gens qui sont cyniques, méchants et qui travaillent que pour certains clans. Justement, est-ce que cette épreuve a changé ta manière de voir les autres? Je crois que je resterai toute ma vie quelqu'un de bienveillant qui verrait toujours le meilleur chez tout le monde, et je pardonne toujours. Pour te donner un exemple, tu vois, par exemple, en 2014, la maire du 20e, c'est elle qui m'a exclu de sa majorité. J'étais le seul exclu de sa majorité. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas donné de poste dans son exécutif. Comment on se ressent lorsqu'on est exclu? En fait, moi, je suis un bon élève. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Mais on ne m'a jamais rien expliqué. Mais en 2017, moi, je considérais que Macron était le bon candidat. D'accord ? Okay. Et cette maire, elle a voté Macron. Donc, je me suis retrouvé dans la même équipe, entre guillemets, que cette maire qui m'avait exclu. Involontairement. La vie, ça peut être ça. Mais parce qu'en fait, elle ne m'a pas exclu parce que c'était moi. Elle m'a exclu au nom de logiques claniques, mafieuses, qui ont fait qu'elle-même a été exclue plus tard. Et c'est ça en fait, que je ne soupçonnais pas jusqu'en 2014, c'est le caractère... Je le dis, c'est des mafias légales. Okay. Voilà, c'est des mafias légales. Et on est gouverné, et c'est malheureux, parce que moi, je suis un idéaliste par ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis rapproché de Bournazel. Parce que Bournazel est un mec du centre droit, mais avec lequel, sur le plan des valeurs, sur le plan du sens de l'amitié, Bournazel, c'est le seul qui a pris de mes nouvelles quand je me suis retrouvé blacklisté en 2014. Le seul. Okay. Le seul, en tant qu'élu de Paris. Tous les autres, y compris ceux dont j'étais les plus proches, m'ont boycotté. Moi, j'aimerais bien revenir... J'ai pas de rancune, mais j'ai de la mémoire. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ta différence. À quel moment tu as compris que ce qui te rendait différent pouvait être une force pour toi? En fait, je ne l'ai pas compris, je l'ai vécu. Donc après, je l'ai théorisé. Mais en vérité, je l'ai ressenti beaucoup plus. Quand je suis rentré au lycée et qu'il y avait 30-35 voyants qui venaient tous des classes supérieures et que j'ai vu que tous ces voyants étaient prêts chacun à me donner 1 heure pour que je puisse faire mes études, j'ai compris que le manichéisme, c'était une connerie. J'ai compris que le riche qui avait tout pouvait tout à fait être altruiste et qu'il pouvait tout à fait prendre son temps et son énergie pour donner sa chance à un mec qui était non seulement pas de son origine ethnique, mais qui était pauvre et qui était handicapé. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais été manichéen, moi. J'ai jamais eu des points de vue... Enfin, j'ai commencé au PC et j'ai très vite quitté le PC à cause de ça. Certains manichéismes
dont j'ai éprouvé le caractère inique, quoi. Ok, très bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réussite, de parcours d'excellence, de performance. Est-ce que tu penses que la société laisse encore de la place au parcours atypique tout simplement, est-ce que cette société nous laisse encore de la place pour les parcours atypiques? Alors, je vais commencer par une remarque préalable. Euh, Tu remarqueras, si tu regardes bien, le plaisir que prennent tous les gens discriminés à rester entre eux pour parler de la manière dont les autres les discriminent. Ok. Bon. Alors, deuxième remarque un peu atypique que je vais faire. Depuis que le monde est monde et dans toutes les espèces, les efforts les plus importants sont à faire par les minorités. C'est bien, c'est pas bien, je m'en fous, mais la réalité, c'est celle-là. Si tu viens quelque part, si tu es différent des autres, c'est à toi de faire ta pédagogie. Ok. Ceci étant posé, la maturité de la société, les figures exemplaires, les différentes victoires de personnes, de minorités visibles qui ont pris des places, font qu'aujourd'hui, le chemin est balisé pour une société dans laquelle, alors avec des avancées, des reculs, avec des peurs, avec des difficultés, rien n'est jamais acquis, mais en tout cas, le chemin est balisé pour que précisément on fasse société et qu'il y ait effectivement de la place pour les parcours atypiques. Mais on ne peut pas tout vouloir. Moi, je dis souvent aux personnes handicapées que je rencontre, le tout gratuit et le tout accessible, ça ne marche pas. Ouais. Si on veut être des citoyens, il faut qu'on soit fier de payer l'entrée dans un musée qui est accessible. Voilà. Et par ailleurs, si aujourd'hui, par exemple, Amazon, Apple raflent autant de parts de marché, c'est parce que Amazon et Apple ont conçu leurs applications de sorte à ce qu'elles soient accessibles à n'importe quel utilisateur, Ok. sans les yeux, sans les mains. Et donc, ne pas faire leur place aux atypiques, c'est perdre des parts de marché, c'est perdre de la puissance économique, c'est devenir un pays de seconde zone. Et c'est ça, aujourd'hui, le défi qui est posé à la France. Est-ce que la France veut continuer à être la fille du siècle des Lumières, qui a éclairé le monde et qui a été la première puissance philosophique, la première... tu vois, les Français, c'est 1% de la population mondiale. C'est peut-être 20 ou 30% des idées qui ont fait grandir le monde. Est-ce qu'on veut continuer à être ces aiguillons, ces gens qui pensent différemment, qui pensent le monde large et dans ce cas-là, il faut qu'on fasse leur place aux atypiques. Ou est-ce qu'on veut se faire bouffer par les grandes puissances économiques qui, regardant comment est le marché, constatent qu'il y a de plus en plus de vieux, il y a de plus en plus de personnes handicapées et que donc, il faut les servir comme un segment de marché. Okay. C'est ça la vraie question qui est posée aujourd'hui. Moi, je pense que la France va ressusciter, elle va reprendre son leadership grâce aux personnes atypiques. C'est ma conviction. Ok. Pour toi, qu'est-ce que c'est la différence en trois mots? Tu devais définir le terme différent, la différence. La différence? Oui. Pour moi, c'est l'altérité. C'est un autre chemin pour arriver à accomplir son destin. Il n'y a pas de... Tu prends deux personnes, elles ont toutes les deux des trajectoires différentes, elles sont différentes. Il n'y a pas une... Voilà, je peux pas te dire ça mieux. Ok. Quelle vision tu as de l'évolution de la société ces dernières années face à la différence, face à l'atypisme? Moi, quand on est aveugle et arabe, on est acculé à l'optimisme. Hein. Je constate, n'en déplaise à tous ceux qui baratinent, que là, les élections municipales vont se terminer. On va avoir une énorme proportion de maires d'origine extra-européenne. Ok. Il n'y a jamais eu autant de députés et de sénateurs d'origine extra-européenne. Il y a dans tous les corps de métier des gens d'origine extra-européenne. Il y a de plus en plus de personnes handicapées qui occupent des postes. J'en ai encore rencontré un ce matin qui était entrepreneur et qui dirige une boîte de 45 personnes. Il ne savait même pas qu'il avait des droits particuliers du fait qu'il était handicapé. Et le gars, il voit 1/100 à chaque œil. Ça veut dire qu'en fait, il y a d'une part une antagonisation des différences et en même temps une banalisation des différences. Okay. Donc tout ça, c'est en train de faire sa dialectique. Hein, et je pense que le pire n'est pas sûr. Et que la société française, excuse-moi, elle a des ressources. Et je crois en son renouveau.
Je crois que justement, les forces fascistes ou réactionnaires qui essayent de s'emparer des leviers n'y parviendront pas et que les plus belles pages sont celles qui sont devant nous. Ok. Je vais faire un rétro-pédalage un petit peu. Dans notre podcast, on parle beaucoup d'échecs. Est-ce que dans ta vie, tu as eu un échec, juste un échec qui t'a marqué? C'est une question que j'ai déjà un peu posée avant. Est-ce que tu as eu un échec qui t'a marqué dans ta vie? Oui, un échec terrible. Oui. J'ai pas réussi à passer le permis de conduire. Aïe. Non, mais en fait, tu connais cette phrase de Mandela, il dit « Moi, je perds jamais. Oui. Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, j'apprends. » C'est Voilà. une belle phrase, mais Voilà. au moment où tu connais l'échec... J'aurais aimé être conseiller de Paris en 2014. Oui. C'est un échec cruel. Mhm. Voilà. Et comment justement tu as ressurgi pour faire face à cet échec? Bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu une angine. J'ai vu que mon téléphone ne sonnait plus. Et puis après, bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Bouge-toi. J'ai été voir un peu les gens. J'ai constaté que personne ne m'aiderait. Et j'ai été voir les 2 ou 3 copains qui pouvaient me donner un peu de boulot, puis un peu plus de boulot. Puis après, bah, petit à petit, je me suis remonté sur le cheval. Voilà. Et puis, j'ai surtout considéré que c'était un échec relatif, que j'avais encore un petit enfant de 4 ans à faire grandir, que j'avais des grands-enfants, que j'avais plein de gens qui me faisaient confiance et qui croyaient encore en moi. Et voilà, puis c'est la vie, quoi. Le seul vrai échec, c'est la mort, en vrai. Ok. Tu vois, c'est ça qui est chiant. Chaque fois, les gens ils me disent « Ah, j'en ai marre de cette vie. » Je dis « Écoute, il te reste combien de temps? 20 ans? Allez, donne-moi en 10. » Justement, quelle définition, par rapport à l'échec, quelle définition tu donnerais à ce terme échec? En fait, moi, j'ai reçu de ma mère un don qui est de dire que les événements sont neutres. Oui. Et qu'il nous appartient de voir le côté positif de chaque événement. Et donc, l'échec, c'est l'événement dans lequel j'ai pas été assez rapide à trouver le caractère positif. Ok. Et comment on trouve le positif, justement, dans l'échec? Bah, des fois, il faut le décortiquer. Il faut Mhm. voir toutes les impossibilités et les possibilités qui se créent. Mhm. Bah, j'étais plus conseiller de Paris. Du coup, j'avais du temps. Qu'est-ce que j'allais en faire? Vers quoi j'allais me réorienter? Voilà, il y a une vie après. Ok. Quel conseil tu donnerais à un jeune de 25 ans, de 20 ans, entre 20 et 25 ans, qui démarre dans la vie et qui a peur d'entreprendre, qui a peur de faire les choses? Quel conseil tu lui donnerais? Un conseil très rapide. Bah, moi, je suis ravi parce que j'ai 2 jeunes qui sont en alternance avec moi. Ok. Et franchement, je conseille à tous les jeunes de faire des alternances. Et ceux qui peuvent, barrez-vous. Faites le tour du monde. Avec rien. Quand on est voyant, avec rien, on peut faire le tour du monde. Barrez-vous. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez voir en Afrique, allez en Asie, allez apprendre l'anglais, servez dans des fast-foods, mais barrez-vous et ne laissez personne décider de ce que va être votre vie. Par contre, si vous ne voyez pas grand, vous avez toutes les chances que votre vie soit petite. Ok. Et puis si vous voyez petit et que vous êtes heureux avec une vie petite, c'est ça l'essentiel en fait. Ok, très bien, très bien. Et est-ce que tu as des regrets dans ton parcours? Un regret en particulier? C'est vrai que ça revient, c'est un peu pareil comme l'échec, mais est-ce que tu as un regret, quelque chose que tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça? Ah, mais j'en ai plein. Tu vois, là, j'en suis à me demander si je ne vais pas reprendre des études de droit pour faire avocat. Ok. Parce qu'en fait, j'aurais vraiment aimé aider tu vois, les gens qui en sont à l'aide juridictionnelle. Oui. J'aurais voulu être juge d'instruction. J'aurais voulu enseigner. J'ai pas assez enseigné. J'aurais voulu plus voyager. Ouais. En fait, le seul regret, c'est qu'il n'y a pas de réincarnation, tu vois. Parce que moi, si je pouvais, je repartirais, quoi. Non, franchement, en fait, tu peux pas vivre 50 vies, c'est tout. Moi, je suis toujours pauvre des expériences que j'ai pas faites. J'aimerais revenir un petit peu, je reviens toujours sur la différence. Est-ce que s'il y avait supposons qu'il y ait une intelligence artificielle qui permet de supprimer toute différence, qui permet de supprimer tout handicap, entre guillemets, est-ce que la vie serait plus belle? Non, ça durerait pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moteur de la vie, c'est la différence. Ok. Regarde, si tu prends l'évangile selon Hamou, tous les mecs, tous les religieux, là, ils vont zapper. Donc, en gros, au début de la vie, tu avais des espèces de batraciens qui se battaient dans une étendue d'eau. Parmi ces batraciens-là, tu en avais des handicapés, ils avaient des poumons. Et en fait, à un moment donné, il n'y a eu plus d'eau. Tous les batraciens qui avaient des branchies, ils sont tous morts.
Ceux qui ont survécu, c'est les batraciens à poumons. C'était les handicapés de la veille. Donc en fait, le handicap, c'est l'essai-erreur de la vie. Hein, donc si tu enlèves ça, il n'y a plus de vie. Et pareil, t'imagines la richesse, le trésor de toutes les langues qu'on parle, toutes les nuances. Il y a des langues dans lesquelles il y a 60 mots pour dire de l'eau, il y a 60 mots pour dire la neige. T'imagines le nuancier du truc? Donc en fait, non, surtout pas. Pas de fin du handicap. Et d'ailleurs, vive le handicap, parce que regarde, bientôt, on ne pourra plus battre des records aux Jeux Olympiques parce que les possibilités physiques des personnes pas handicapées, elles ont leurs limites. Par contre, aux Paralympiques, avec les prothèses et tout, ils vont battre des records. Donc en gros, les champions valides, ils vont tous s'amputer pour pouvoir faire les Paralympiques et battre des records. Donc non, franchement, le handicap, c'est formidable. Puis en plus, regarde, moi, je suis un exemplaire unique. Maintenant, mon handicap, il est lié à un problème génétique. Et le problème, il est résolu maintenant. C'est-à-dire qu'un petit, on va recoder la protéine, il ne va pas être aveugle. Okay. Donc, il faut que je sois déposé dans un zoo. Je suis une espèce en voie de disparition. Pour toi, quelle est l'essence de la vie? Quelle est l'essence de la vie? L'essence de la vie. Qu'est-ce que ça... Quel est le moteur? Quel moteur... comment dire ça? Pour toi, qu'est-ce qui est le moteur de ta vie? Qu'est-ce qui rythme ta vie? Ce qui rythme ma vie, je pense, c'est l'impression d'être un tout petit maillon d'une chaîne où derrière moi, tu avais Saint-Louis, Robespierre, Napoléon, tu vois, d'être un tout petit machin là-dedans. Et un petit instant d'éternité que j'ai essayé de densifier le mieux possible. Pour moi, le sens de la vie, c'est de densifier le tout petit instant d'éternité, la rognure d'ongle que tu vas passer sur cette terre. Voilà. Après, surtout, c'est d'en croquer le plus possible, de me marrer, de bien bouffer, de bien boire, d'avoir le plus possible d'échanges avec des gens intelligents et marrants. Et voilà. Et le soir, de te coucher en te disant « Ah, je pense que j'ai fait plus de bien que de mal. » Puis le lendemain, essayer de faire mieux, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Il y a un mec plutôt rigolo, plutôt sympa, et qui s'est efforcé de faire de son mieux, tu vois. D'ailleurs, sur ma tombe, il y aura marqué « Donne 2 yeux, état neuf, jamais servi ». Pourquoi ce choix? Parce que mes yeux, ils sont impeccables, donc je peux les donner, quoi. Ils n'ont jamais servi. Ils sont tout neufs. Voilà. Non, franchement, voilà, que je veux qu'on retienne. T'imagines ce que je suis par rapport aux milliards d'années qui m'ont précédé, et j'espère aux milliards d'années qui vont nous suivre. Franchement, faut pas se raconter d'histoire sur la trace qu'on va laisser, tu vois. Ok. En tout cas, ça fait quelques minutes qu'on est ensemble et moi, je tenais vraiment à te remercier pour ta sympathie. C'est vrai que quand j'ai échangé avec toi, très vite, tu as accepté cette interview. Donc, vraiment, merci. Et tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment très intéressant. Donc, déjà, merci pour ça. Si je peux, effectivement, par ce petit bout de speech, donner envie à un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, d'aller au bout de lui-même, de se dire, putain, si lui il l'a fait, moi je peux le faire, quoi. Tu vois, je serais ravi. Justement, ce que tu as fait dans la vie, je tenais déjà à te le dire, c'est que c'est extraordinaire. Et moi, c'est vrai que je suis très admiratif de ton parcours. Et ce que j'aimerais comprendre également, c'est comment tu es venu de cette motivation quotidienne au fur et à mesure des années, toujours de performer. Tu as été adjoint au maire, tu as fait la salle des marchés, tu as été banquier. Un parcours très transversal et très riche. D'où te venait cette motivation quotidienne? T'imagines, on me parle encore de ça alors que ça fait 12 ans que je fais tout ça, c'est fou. Non, mais je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je n'ai pas envie de me lever, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui donne envie de te lever? Non, mais surtout qu'en fait, j'écoute énormément de podcasts. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a tellement de gens qui disent des trucs intéressants que tu as envie de rester à écouter. Je lis énormément de bouquins, j'adore la littérature. Bon, ce qui te donne envie de te lever, c'est de te dire, voilà, il y a des nouvelles personnes à rencontrer, il y a des nouveaux messages à passer, il y a peut-être un truc qui ce soir va me donner la patate, une personne dans le métro que je vais rencontrer, qui va... Voilà. Et puis, t'imagines, chaque jour, c'est un jour de moins. Donc, il faut l'optimiser de ouf, tu vois. Ouais. Non, franchement, vivre en France, tu sais, les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que je leur dis de voyager. Ouais. Vivre en France, réaliser qu'on vit dans un pays qui est tempéré, où il y a
pratiquement sur 500 000 km², tu as tous les reliefs, toutes les météos, toutes les nourritures. Tu as quand même un modèle, il est très imparfait, mais dans lequel il y a des filets de sécurité pour les plus vulnérables, il y a du soutien, il y a un énorme monde associatif, il y a du bénévolat partout. Franchement, tu te dis, quand même, j'ai pas été le plus défavorisé, tu vois. Et tu vois, les gens, ils se lèvent au Bangladesh, il y a la mousson, ils ont été inondés toute la nuit, ils peuvent plus dormir. Tu vois ce qui se passe en Iran aujourd'hui, tu vois ce qui se passe dans les territoires occupés, tu vois ce qui se passe là-bas dans les Grands Lacs. Bon, franchement, on est vraiment vernis. Ça, il faudra en avoir conscience, de se dire, attention, ouais, c'est très imparfait, il y a beaucoup, beaucoup à faire, mais quand même, prenons 3 secondes pour dire la chance qu'on a de vivre dans ce pays, quoi. 1500 ans d'histoire et des valeurs qui sont très solides, un peuple qui ne se laisse pas embobiner par les messages nauséabonds, qui reste debout. Et tu vois, par exemple, ce pays-là, il a fait naître un Mbappé. Un Mbappé, il n'y a qu'en France qui peut naître. Voilà, c'est ça. Un Camerounais qui se marie avec une Algérienne. Ni au Cameroun, ni en Algérie, c'est possible. Tu vois. Et en France, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça devient le capitaine de l'équipe de France et ça gagne la Coupe du Monde. Là, j'ai pris cet exemple-là, mais je pourrais t'en prendre des milliers. Enfin, je veux dire, moi, tous les jours, je remercie la vie de m'avoir fait connaître la France. Elle est imparfaite. Elle est Alzheimer. De temps en temps, elle a du mal à reconnaître certains de ses enfants. Il y a des choses qui sont irritantes sur la manière dont on considère les gens des minorités. Sur le handicap, on a aussi une approche qui est un peu caritative et qui pourrait être beaucoup plus inclusive. Il n'en demeure pas moins qu'ayant voyagé, s'il y a un endroit où le paradis est sur Terre, c'est ici. En France. Ah oui, sans aucune difficulté, mais vraiment. Très bien. Merci beaucoup pour ce beau témoignage de la France, notre beau pays. Vraiment, c'est pas de la failloterie. Hein. J'ai regardé, je suis allé, j'ai vu. Franchement, c'est... Ouais. C'est quoi le plus beau conseil, la plus belle chose que tu as entendue dans ta vie? Le plus beau conseil? Ouais. Moi, c'est ma mère qui m'a toujours dit, écoute, moi, je peux pas t'aider pour l'école, mais une chose est sûre, c'est que si tu montes, je vais te pousser, et si tu tombes, je vais te porter. Et de toute façon, il y a toujours 50 kilos de couscous sec, donc tu vas pas mourir de faim. C'est tout. Donc fonce. Et regarde pas trop devant toi, fonce et voilà. Okay. Pour moi, c'est le plus beau conseil que tu peux donner à un gosse. Fais ce que tu veux. C'est Saint-Augustin qui dit « aime et fais ce que tu veux ». Magnifique. Et je vais te poser une dernière question. Après je vais pouvoir te libérer. Ah, mais tranquille. Alors, quelle est ta plus grande fierté? Quand tu prends du recul avec tout ce parcours que tu as eu, quelle est la plus grande fierté? Écoute, franchement, j'en ai plein. Je pense que le fait d'avoir présidé le Conseil de Paris, d'avoir 3 enfants. Là, je suis allé il y a 10 jours. Tu vois, en fait, tous les jours, tu m'interrogerais, je te dirais un truc différent. Là, en ce moment, ce qui me rend très fier, c'est d'avoir eu mon fils qui a 15 ans, qui joue du hautbois et du cor anglais, qui a remplacé une oboïste qui s'était blessée en 3 jours. Et il a fait un solo de cor anglais dans une symphonie de Dvorak. Et franchement, oui, je suis très fier de ça. Ok, très bien. Que ma fille se produise dans Les Misérables, voilà. Voilà, ça me rend fier. Ouais, très. Ok. Il y a une participation à ça quand même dans leur éducation. Il y a une participation de ta part. Ouais, mais si tu penses que tu éduques tes enfants, ça veut dire que tu n'en as pas. Je veux dire, tu essaies de transmettre des trucs, mais moi, mon but, c'est vraiment qu'ils soient heureux et qu'ils s'éclatent. Le reste, voilà. Mais oui, c'est vrai, j'ai présidé le Conseil de Paris. Et tu te rends compte que maintenant, il y aura 19 ans sans une personne handicapée au Conseil de Paris. Ok. Ça, c'est décevant. Tu vois, c'est très décevant. Ouais, j'ai été fier de ça. Je suis fier de mes parents. Je suis fier d'avoir pu les rendre fiers, parce qu'ils se sont beaucoup sacrifiés. Voilà. Ok, très bien. Écoute, Amou, merci beaucoup pour cet échange. Je suis fier d'avoir fait ce podcast, parce que ça se trouve, on va avoir 1 million de vues. Ça va être un truc de ouf. Ça va me relancer. C'est tout ce qu'on se souhaite. Je vais devenir candidat à la présidence au Cameroun. Ah non, pardon. Pour l'instant, il est encore en place. Hein. Ouais. Il est encore en place. Salut Paul, on te salue. On le salue, notre magnifique président du Cameroun. Donc, merci beaucoup, Amou, pour cet échange. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir avec nous. Ouais, tranquille.
Merci à vous d'avoir regardé. C'était le 7e épisode de Rebound. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Allez, gros bisous.